Bonjour à tous et bon réveil dominical, chers amis internautes. Nous recevons ce dimanche dans nos studios Eugène Dosoumou. Il est membre du bureau politique et secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc Républicain. Il est conseiller au Conseil économique et social. Il est ancien secrétaire général du gouvernement, ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Avec lui, en 52 minutes d'émission, nous aurons abordé les sujets suivants. La performance sur le plan national du parti politique Bloc Républicain avec la présidentielle de 2021 qui est à quelques mois. Nous allons aborder également l'opportunité de la candidature de Patrice Talon en 2021. Nous allons apprécier également avec lui les réformes entreprises par le président Patrice Talon depuis avril 2016, notamment sur le plan politique. Leader Bloc Républicain de la 10e circonscription électorale qui comprend la commune de Savet qui fut le bastion des violences préélectorales, électorales et post-électorales lors des législatives de 2019. Nous aurons à évoquer l'ambiance actuelle qui y règne. Bonjour à vous, cher invité. Bonjour, chers amis, bonjour, chers amis internautes qui nous suivez. En ce moment, je souhaite bon dimanche à chacun et à tous. Union de prière. Union de prière. Alors dites-nous, d'entrée de jeu, le bloc républicain a participé aux élections législatives, également aux élections communales. Aujourd'hui, quel bilan on peut faire, quel point on peut faire sur le plan des performances du bloc républicain? On a vu que le parti politique qui avait été annoncé comme le grand frère, comme le parti politique qui était le plus grand, n'a jamais pu être le premier. Pourquoi, selon vous? Merci beaucoup. Merci de me donner l'occasion de me prononcer. Les élections communales sont passées derrière nous maintenant. Et on peut faire avec tête froide le bilan. Pour ce qui concerne le parti Bloc Républicain, et comme vous le dites si bien, notre ambition c'est d'être sur l'échiquier national le plus grand parti du Bénin. Mais je peux vous dire qu'avec les résultats que nous avons eus aux législatives de 2019 et ceux que nous avons obtenus en 2020, le 17 mai 2020, concernant les communales, je puis vous dire que le BR est en train de tendre vers cet objectif de devenir le parti le plus grand du Bénin. Et tenez, au total, à l'annonce des résultats par la Sénat, notre parti a été crédité de 735 sièges. Mais depuis quelque temps, au fil de l'examen des contentieux, des recours qui ont été introduits au niveau de la Cour suprême, le parti Bloc Républicain est en train d'engranger de plus en plus de sièges. Alors, c'est pour vous dire que globalement, quand nous regardons les performances du BR des législatives au communal, nous avons de quoi être satisfait, même si ce n'est pas encore tout à fait la grande satisfaction. Nous retenons que le BR est en train de progresser et nul doute, lors des consultations à venir, notre objectif sera atteint. Votre objectif sera atteint, mais le Bloc républicain qui avait été, je cite le président Bouna Moussou, est le grand frère, le grand parti politique. Dites-nous, nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2021, mais depuis, on n'entend rien de la part de ce parti politique, ce qui n'est pas quand même une coutume lorsque nous sommes à la veille des élections, de l'élection présidentielle. Merci, un petit rectificatif. Je crois que le président Amoussou Bruno n'a pas dit que l'un est grand et que l'autre est petit frère. Il disait que nous sommes des partis jumeaux, même si l'un est né une semaine après l'autre. Bref, c'est un peu cela. Oui, c'est un peu cela. Mais pour répondre à la question, pourquoi jusque-là l'opinion constate un certain silence de la part du parti Bloc Républicain, je puis vous dire que c'est l'opinion qui peut avoir cette impression. C'est juste une impression, puisque au sein du parti,
nous continuons de travailler et certainement, dans la semaine qui va suivre ou bien dans quelques jours, vous allez apprendre que au sein du BR, il y a des choses qui sont en train des activités qui sont en train de se préparer et vous allez nous entendre. Je ne vais pas vous cacher qu'au lendemain, déjà des communales, le BR a organisé une formation à l'intention des nouveaux élus, notamment des maires et des adjoints. Cette activité aurait pu continuer, n'eût été le contexte de la pandémie que nous vivons aujourd'hui et qui nous impose certaines précautions, certaines prudences lorsque nous devons réunir beaucoup de monde. Beaucoup de Vous savez, les activités politiques, c'est de grands rassemblements d'hommes et de femmes. C'est le contexte aussi en est pour beaucoup. Toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, nous nous préparons et d'ici à là, avec toutes les précautions liées donc, à la pandémie, là, nous ferons des choses que vous verrez bientôt. Vous ferez des choses que nous verrons bientôt. Ou bien le bloc républicain est beaucoup plus occupé sur la situation à Parakou ou bien... Bon, la situation à Parakou préoccupe l'ensemble de la communauté nationale parce que, figurez-vous, Parakou est non seulement une commune à statut particulier, mais Parakou est une cité où il y a beaucoup de compatriotes. C'est une ville cosmopolite. On peut dire tout le Bénin se retrouve à Parakou. Il y a toutes les ethnies. Tous les groupes ethniques possibles se retrouvent à Parakou. Bref, Parakou, c'est le Bénin en miniature, comme bien sûr beaucoup d'autres villes. Mais Parakou, c'est on peut dire, un pôle d'intérêt pour le septentrion. Le septentrion qui fait presque la moitié du Bénin, si on peut ainsi s'exprimer, ne serait-ce qu'en termes d'espace occupé. C'est normal que Parakou fasse l'objet d'attention de tout le monde. Donc, le BR est aussi préoccupé par ce qui se passe à Parakou. Voilà. Le BR est aussi préoccupé par ce qui se passe à Parakou. Alors, nous allons évoluer un peu dans cette émission puisque nous avons beaucoup de choses à aborder. Le président Patrice Talon a pris le pouvoir en 2016 avec la promesse d'engager des réformes politiques et institutionnelles. Des commissions ont été formées. Nous avons eu l'homme de ces réformes, la réforme du mandat unique qui a connu un échec et notamment la réforme du système partisan. Vous êtes acteur politique depuis quelques années, vous avez été sous-préfet. Dites-nous, est-ce que les réformes politiques ont été opérées? Est-ce qu'elles ont permis au pays de connaître une avancée sur le plan politique, sur le plan de l'animation de la vie politique? Je peux vous dire sans embâche oui. Parce que il faut considérer la situation dans laquelle nous vivions. C'est vrai que au lendemain de la conférence nationale de 1990, qui a voulu que désormais la libre expression soit de mise, que chacun ait la possibilité de s'exprimer, d'exprimer ses opinions, de s'associer comme bon lui semble, nous avons connu une constellation de partis politiques. Pour à peu près 10 millions à 11 millions d'habitants que nous sommes au Bénin, nous tendions déjà vers 300 partis politiques. Alors que nous ne connaissons que 77 communes. Alors, 300 partis, sans exagérer, vous constatez que nous avons en moyenne à peu près 2 à 3 partis par commune. À cette allure, nous tendons vers la friction. Or, notre Constitution a bien proclamé que le Bénin est un et indivisible. L'unité nationale risquait d'être mise à rude épreuve si on devrait continuer
dans ce sens. Tout le monde est unanime, tout le monde était unanime pour dire, tel que notre multipartisme fonctionnait, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous, qu'on puisse placer des balises. Mais qui va le faire? Comment le faire? C'est ça qui nous a amenés jusqu'en 2016, où le président Talon a pris sur lui, et dans son projet de société, d'opérer des réformes politiques et institutionnelles. Et parlant de réformes politiques, il s'est donné comme tâche de revoir le système partisan. Aujourd'hui, si vous regardez aux législatives de 2019, c'était la première fois qu'on devrait mettre en application cette nouvelle réforme. Ça n'a pas tellement prospéré au point où ces deux partis politiques qui ont pu se retrouver en concurrence. Mais de 2019 à 2020, on a vu qu'il y a une avancée. De deux partis qui ont pu compétir, on était allé à 10 qui ont pu véritablement déposer leur dossier. Et à l'issue des études de dossier par la Commission électorale nationale autonome, Sénat, finalement, 5 partis ont pu aller en compétition. Il faut avouer que c'est quand même une avancée de 2 à 5. Quoi qu'on veuille dire, c'est une avancée. Par rapport à 300 partis, si nous en arrivons à 10 qui ont pu, comment dirais-je, remplir les formalités pour se présenter aux élections, j'avoue que c'est quand même une avancée, une réussite. Et comme aucune œuvre humaine n'est parfaite, nous gagnerons à ce que nous continuions dans ce sens, histoire d'améliorer ce qu'on peut encore perfectionner pour que on ait une certaine stabilité entre au plus une dizaine de partis pour ce pays, et que lors des consultations électorales, qu'on ait véritablement de grands groupes et que ce ne soit pas l'émiettement qui favorise finalement la transhumance lorsque les gens arrivent à l'hémicycle, pour ce qui concerne l'élection des députés. Voilà, si je dois faire un bilan de cette réforme aujourd'hui, je peux dire que à peu de choses près, nous sommes en train, je veux dire le président Talon qui en est l'initiateur, est en train de gagner son pari à ce niveau-là. Il est en train de gagner son pari à ce niveau-là. Vous avez parlé d'avancée pour l'actif de cette réforme de ses partisans. Quel autre, je dirais, gain on a pu obtenir avec cette réforme du système partisan? Quel autre gain j'étais en train de vous parler de l'unité nationale qui, dans le système ancien, pouvait être remise en cause. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes en train de gagner en nous resserrant. Figurez-vous que qu'est-ce qui avait provoqué cette constellation de partis politiques? C'était, disons, l'intolérance, la guerre de leadership, l'intolérance les uns des autres. Mais avec le système partisan qui est en cours aujourd'hui, des gens qui ne pouvaient même pas se parler, des gens de même village, de même arrondissement, de même commune, voire de même département, qui ne pouvaient pas se parler, aujourd'hui, se retrouvent. Il y a eu des réconciliations. Et au sein d'un même creuset, même s'il y a, en fait, on remarque que ce qui les divisait n'était pas si important que ça, et qu'il y avait possibilité qu'ils se parlent.
et qui poursuivent les mêmes idéaux. Voilà, en ces termes-là, je pense que c'est un véritable gain que nous avons intérêt à capitaliser. Nous avons intérêt à capitaliser, mais la plupart de ces acteurs politiques, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils respectent cette réforme parce qu'aujourd'hui c'est le président Patrice Talon qui est au pouvoir et qu'après 2021 ou après 2026, si le président Patrice Talon ne serait plus au pouvoir, le boulevard serait ouvert, je dirais, à la reprise avec les vieilles habitudes? Ce serait dommage. Ce serait dommage. Bon, vous voyez, lorsque on avait adopté notre constitution, il y avait des options fondamentales sur lesquelles on dit, même si on doit réviser la constitution, ces options fondamentales ne devraient pas être modifiées. La Cour constitutionnelle en a ainsi décidé. N'est-ce pas? Si, chemin faisant, on peut prendre des mesures pour faire en sorte que la révision de notre constitution ou de nos lois, dans le sens de créer encore un multipartisme que je dirais sauvage entre griffes, il va falloir que le peuple se mobilise parce que c'est le peuple qui essaie de soutenir sa constitution, de prendre en charge sa constitution, de prendre en charge ses lois en ce qu'elles ont de positif pour lui le peuple, je veux dire. Donc, si le peuple constate que s'émietter ne lui rapporte rien du tout, c'est le peuple de dire qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas le président Talon, ce côté de sa réforme est quelque chose de positif que nous avons intérêt à sauvegarder. Donc, je dis, si on devrait revenir là-dessus, ce serait dommage. Moi, je pense qu'il doit y avoir des mesures de test. Je ne sais pas qui des juridictions va prendre ces mesures, peut-être la Cour constitutionnelle, mais pour garantir que le multipartisme ne peut pas nous amener jusqu'à avoir des partis d'arrondissement, voire des partis claniques ou des partis familiaux. Alors dites-nous, est-ce à dire que le bloc républicain va survivre après Patrice Talon? Je nourris un tel espoir, et l'espoir est grand qu'il soit ainsi, que le BR subsiste après le président Patrice Talon. Il ne tient qu'à la volonté des membres de ce parti de faire en sorte que leur parti puisse survivre. Alors, en entame de cette émission, je disais que vous avez été président de l'autorité de régulation des marchés publics RMP. Dites-nous, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la gestion des marchés publics et également sur la lutte contre la corruption engagée par le président Patrice Talon? Merci beaucoup. Je crois qu'au niveau des marchés publics, tout se passe comme d'habitude. Malgré tout ce que les gens racontent par-ci, par-là, le régime ne favorise que les siens, ceci, cela. Ça, ce sont des critiques récurrentes qui, parfois, n'ont rien à voir avec la réalité. Et ça, ça ne date pas du régime actuel. Même par le passé, nous avons coutume d'entendre ces critiques. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de la création par l'Assemblée nationale de l'autorité de régulation des marchés publics pour voir disons, se prononcer sur des litiges non juridictionnels qui pourraient naître du fait des insuffisances ou des soupçons de favoritisme tout au long du processus d'attribution
des marchés publics. Mais généralement, quand nous examinons ces dossiers, généralement, vous voyez que c'est des dossiers plus ou moins vides et que, bon, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir son opinion sur ce qui se passe. Donc, pour ma part, globalement, je crois que les marchés publics aujourd'hui ne sont pas tels que ça se passe. Ce n'est pas différent de comment ça se passait à ce jour. Sauf que, aujourd'hui, le Code des marchés publics a été renforcé de telle sorte qu'il y ait davantage de transparence. Que les gens respectent beaucoup plus, comment dirais-je, toutes les dispositions de la loi et de façon à faire en sorte que le processus de passation de marché public soit plus performant, surtout dans la réduction des délais. Dans la réduction des délais. Vous savez, quelque part, les marchés publics, dont l'un des objectifs est la transparence dans le processus d'attribution, les marchés publics, je le dis, constituent parfois un frein aux ambitions des gouvernants à cause des procédures à suivre, à cause des délais dans le respect des procédures. Vous comprenez? Alors, de telle sorte que si on ne prend pas des précautions pour réduire ces délais, tout en sauvegardant les vertus devant caractériser le processus de passation des marchés publics, si on ne prend pas des mesures pour réduire sensiblement les délais, il peut se trouver que durant toute une année, un secteur ministériel ne passe pas plus de 2 ou 3 marchés. Or, pendant ce temps, les besoins des populations se font de plus en plus croissants. Les pressions se font sur les gouvernants avec des exigences que l'on connaît pour la satisfaction de ces besoins. Besoin d'urbanisation, besoin d'avoir de l'eau potable, besoin d'avoir de l'électricité, besoin d'avoir des routes. Les besoins sont nombreux, les gouvernants sont ambitieux, mais le code des marchés publics peut constituer un frein si ce code n'est pas revu régulièrement dans le sens de le rendre plus performant en réduisant considérablement les délais qui concernent la procédure. De même que d'autres choses dont on peut se passer. Alors, voilà. Sur le plan de la lutte contre la corruption, est-ce que vous pensez qu'il y a une progression également à ce niveau? Voyez-vous, chaque régime, ce que je note, c'est que chaque régime est conscient de ce que la corruption est une gangrène pour le développement de notre pays. Figurez-vous, déjà, du temps du président Mathieu Kérékou, je veux parler 96 à 2006, il a commencé par parler de la cellule de lutte contre la corruption. Rappelez-vous, Madame Adjaïsika, cette cellule était rattachée à la présidence de la République pour permettre au président de la République d'avoir un œil sur ça. Rappelez-vous la marche verte du président Yahi Boni. Rappelez-vous aussi que déjà du temps du président Mathieu Kérékou, ce qui était passé pour une ordonnance en 1999, l'Assemblée nationale s'en est saisie. Et en 2004, le Code des marchés publics est passé de statut d'ordonnance à un statut de loi de la République. En 2004. En 2009 également, le Code a été revu. Ça, c'était déjà sous le président Yahi Boni. En 2017, le Code des marchés publics
a été révisé. Ça, c'est le président Talon. Et aujourd'hui, il y a un projet de révision du Code des marchés publics qui est sur la table de l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est vous dire que tous nos dirigeants sont conscients que le Code des marchés publics, il faut l'améliorer au fil des temps pour l'adapter et pour permettre à ce code-là de propulser véritablement le développement du pays dans le sens de la satisfaction des besoins des populations. Ça, c'est l'intérêt de la révision répétée de ce code-là. Mais dans le cadre de la lutte contre la corruption. Oui, dans le cadre de la lutte contre la corruption, j'en venais. Déjà, du temps de Mathieu Kérékou, toujours, je vous disais qu'il y avait la cellule de lutte contre la corruption. Avec Yaye Boni, cette cellule-là a été revue et c'est devenu l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, avec comme premier président un juge, puis plus tard quelqu'un de la société civile qui l'a dirigé jusqu'à récemment. Aujourd'hui, le président Talon est en train de mettre sa touche et c'est le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, qui aujourd'hui est en train de conduire cette réforme. Certainement qu'on va nous faire sortir une structure qui va être beaucoup plus performante que toutes les structures qui ont précédé. C'est vous dire que nos dirigeants sont sensibles à la question de la corruption et cherchent de façon constante et j'allais dire récurrente les voies et moyens de bannir cette gangrène. De bannir cette gangrène. Alors, nous allons rapidement évoluer pour aborder le dernier sujet qui nous réunit ce matin. Mais avant cela, dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui au Bénin, on peut dire que la lutte contre l'impunité est effective? Elle est effective. Elle est effective. J'allais compléter le développement que je faisais en louant les efforts et puis l'initiative qui a été prise de créer une juridiction qu'on appelle aujourd'hui la CRIET. Aujourd'hui, quelle que soit votre position par rapport au régime, si vous avez l'occasion de mener vos enquêtes, vous verrez que beaucoup aujourd'hui séjournent dans les prisons du fait des actes délictueux, la plupart liés à la corruption. C'est dire que la lutte contre la corruption qu'on est aujourd'hui... également. Pardon? Et contre l'impunité également. Oui, la lutte contre la corruption et contre l'impunité. Vous faites ce qui ne va pas, on vient vous faire un audit. Si vous êtes véritablement impliqué, mais vous allez répondre devant les juridictions. L'actualité aujourd'hui, comment dirais-je, est giboyeuse dans la matière. Vous voyez nos élus locaux. Vous avez certainement entendu les cas des chefs d'arrondissement, des chefs de quartier qui sont condamnés par la CRIET. Ces chefs de quartier ou d'arrondissement, vous les voyez, la plupart se réclament de l'obédience, se réclament de la rupture de la mouvance présidentielle. Cependant, quand après des audits, on a constaté qu'ils ont été plus impliqués et que le juge s'est prononcé, bon, beaucoup d'entre eux ont fait l'objet de condamnation et sont en train de purger leur peine. Ça vous dit que elle n'est pas sélective. Pardon? Elle n'est pas sélective cette lutte, c'est ça? Sélective dans quel sens? C'est-à-dire qu'on ne choisit pas que les gens qui ne sont pas en accord. Ou non, de ce point de vue-là, non, je ne vois pas cette lutte-là sélective. Si elle était si sélective que ça, il n'y aurait que des gens
d'une certaine obédience, hein, qu'on poursuivrait en laissant d'autres. Mais aujourd'hui, quelle que soit votre position par rapport au régime, vous êtes obligé d'accomplir votre devoir avec probité, avec compétence. Avec probité et compétence. Alors, nous allons aborder la dernière partie de cette émission. Vous êtes leader du parti politique Bloc républicain de la 10e circonscription électorale. Comme je disais à l'entame de cette émission, cette circonscription électorale qui a été, pendant les élections législatives, le bastion des événements regrettables que nous avons connus, notamment des violences préélectorales, électorales et post-électorales. Dites-nous aujourd'hui quelle est l'ambiance aujourd'hui à Savet? Merci beaucoup. On ne peut pas déplorer assez ces événements malheureux qui ont eu lieu dans cette circonscription électorale et dans beaucoup d'autres, mais avec une rare violence pour ce qui concerne cette circonscription électorale. Ayons le courage de le dire, de le reconnaître. Nous le regrettons amèrement et nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour que cela ne se repasse plus. Et je note avec beaucoup de bonheur que nos populations même ont pris conscience que la lutte peut se mener autrement que par la violence. Et c'est ce qui est positif en la matière. C'est vrai, en 2019, on a connu les malheureux événements dont vous venez de parler, mais vous avez constaté qu'en 2020, les élections se sont déroulées sur toute l'étendue de cette circonscription électorale sans difficulté, sans aucun incident déplorable. C'est vrai que, en raison de ce qui s'était passé, des gens ont craint la répétition des événements, mais c'est sans compter avec le travail que chacun de nous a entrepris, que ce soit les têtes couronnées, que ce soit les leaders d'opinion, les chefs coutumiers, nous aussi, les acteurs politiques, on s'y est mis pour que nos populations comprennent que la lutte politique se mène à travers les urnes. Les luttes pour... Il y a beaucoup d'institutions qui sont mises en place pour vous écouter lorsque vous n'êtes pas d'accord, soit avec une loi de la République, soit avec des pratiques. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à la violence. De toutes les façons, lorsque on finit par instaurer la violence, il arrive un moment donné où chacun se fatigue. Et on dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore se rasseoir pour se parler, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien de tel que la communication, rien de tel que, comment dirais-je, l'arbre à palabre tel que nos anciens dans les villages l'organisaient pour qu'on s'entende. Nous sommes tous des Béninois. Et ce pays est un et indivisible. On ne peut pas s'entretuer encore que le brassage entre les populations de ce pays sont tels que, le brassage est tel que vous vous en prenez à quelqu'un d'une région, vous allez vous rendre compte par la suite que vous ne vous êtes attaqué qu'à vous-même. Puis, entre-temps, si ce n'est pas un tel parent qui est allié aux membres de la famille de celui que vous avez attaqué, c'est tel autre parent qui est allié à votre famille, de telle sorte que si les Béninois sont intelligents, comme les pères de notre indépendance ont été intelligents en adoptant la devise de notre pays, on ne peut cultiver que la fraternité entre nous. Et on devrait éviter tout ce qui est violence. Mais dites-nous, aujourd'hui, quand vous parlez de l'ambiance, est-ce que l'ambiance, elle est calme aujourd'hui? Est-ce que le calme est revenu totalement? Et dites-nous,
Est-ce que Savin aujourd'hui a quand même, malgré cela, bénéficié d'actions de l'État central? Le calme est revenu, ça je peux vous le garantir, le calme est revenu. Mais même dans ce contexte de difficultés, l'État central n'a pas cessé de d'agir en faveur des populations de Savin. L'État central n'a pas attendu de savoir s'il y a des gens qui sont pour ou contre lui avant d'entamer des actions. Est-ce que vous qui nous sont citez dans le quelques sens actions menées dans la commune de Savin, par exemple? Bon, dans la commune de Savin, je l'ai déjà dit un certain nombre de fois, je le redis ici, notre hôpital de zone aujourd'hui est en train de connaître une réalisation. Et ça, c'est une réalisation éminemment sociale. Cela mérite d'être souligné. Dites-vous que le bénéfice de cet hôpital de zone, nous l'avons eu sous le régime du président Kérékou. Le ministre qui a signé l'arrêté qui a octroyé cet hôpital de zone à la sous-préfecture de Savin d'alors, et je suis bien placé pour le dire parce que c'était moi qui étais le sous-préfet là. Ce ministre-là s'appelle Céline Candisoulon, ministre de la Santé sous le président Mathieu Kérékou. On a passé tout ce temps sans obtenir cet hôpital de zone. Bon, aujourd'hui, le chantier, vous passez au bord de la voie, vous voyez que le chantier a repris vie et que certainement, je ne prévisais de rien, mais peut-être qu'avant la fin de l'année, cet hôpital peut être inauguré. Je n'ai pas vu la durée du contrat, mais j'espère que d'ici à là, pour le bonheur des populations, cet hôpital va être inauguré. L'autre chose qui préoccupe fondamentalement les populations de Savin et celle de Kétou, c'est la voie Kétou-Savin, Savin-Kétou, comme on veut. Donc, cette voie-là aussi, le chantier est ouvert. Et on est les travaux, on est en plein dans les travaux aujourd'hui. Je vais m'en arrêter là sans oublier d'autres choses. Sur le plan de l'électrification rurale, sur le plan de l'accès à l'eau, est-ce qu'il n'y a pas eu des actions qui ont été menées? Voilà. Merci de me rappeler l'accès à l'eau. Parce que dans le département des collines, l'eau est une priorité pour toutes les communes du département des collines. Aujourd'hui, il y a un barrage qui peut desservir Savin, Glazoué et de façon constante. Ça aussi, c'est réalisé. Je n'ai pas été exhaustif, mais c'est vous dire que concrètement aujourd'hui, l'État central n'a pas arrêté de s'occuper également de cette zone du pays. Mais est-ce que vous allez échanger avec les populations pour leur expliquer ce qui se passe? Est-ce que de temps à autre, vous par exemple en tant que leader politique, en tant que cadre du parti politique Bloc Républicain, qui est un parti qui soutient la mouvance présidentielle, dont le président du parti est quand même le numéro 2 du pays, est-ce que vous allez échanger avec les populations pour, à travers des séances d'information? C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Régulièrement, je descends chez moi, à Savin, je rencontre les miens, je leur parle, on se parle. Quelles sont leurs motivations? Nous les connaissons. Et nous leur expliquons également la démarche à suivre. Une démarche complètement hors des violences, des actes de violence. Donc, c'est pour vous dire que, non, régulièrement, c'est ce que je vous ai dit. Nous rentrons chez nous. Nous parlons en idiome à nos populations, je veux dire dans leur langue, dans notre langue. Mais est-ce qu'elles comprennent? Elles comprennent. Si elles ne comprenaient pas les communales telles qu'elles se sont déroulées, elles ne se seraient pas déroulées de cette façon. Figurez-vous, et si vous vous rappelez, personnellement, moi, je suis allé voter à Savin. Je suis allé voter à Savin
pour le symbole. Et j'ai bien expliqué que c'est dans le sens du devoir accompli. Quel est ce devoir? Le devoir de faire en sorte que Savait se retrouve comme faisant partie de l'État béninois. Savait n'est pas un État dans l'État et que tout ce qui se passe sur l'ensemble du territoire national se passe aussi à Savait. Savait est en train d'accomplir également son devoir civique comme toutes les autres localités du pays. C'est le sens, ça, du devoir accompli par Savait. C'est le sens du devoir accompli. Accompli. Alors, nous sommes voilà. presque à la fin de cette émission. Nous allons y aller très rapidement. Nous allons dire quelques mots sur la candidature de Patrice Talon en 2021. Mais avant, dites-nous, est-ce que Patrice Talon, président de la République, peut se rendre aujourd'hui à Savait et être accueilli dans toute l'alliance populaire qui équivaut à son rang? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui l'empêcherait? Rien ne l'empêcherait. Je vous le dis et je vous le garantis, si le président de la République décide aujourd'hui d'aller à Savait, comme dans n'importe quelle partie du pays, en tout cas pour ce qui concerne Savait, il sera accueilli à la mesure de la dimension du chef de l'État qu'il est. Ça, je peux vous le garantir. Alors, Patrice Talon avait promis un mandat unique. Nous sommes à quelques mois de la présidentielle de 2021. Depuis quelques mois, les jeunes, les femmes, beaucoup d'organisations se mobilisent pour exiger un second mandat pour Patrice Talon. Dites-nous, Eugène Dossoumo, qu'est-ce que vous pensez de cela? Est-ce que pour vous, Patrice Talon, eu égard du fait que la réforme du mandat unique a échoué, est-ce que selon vous, Patrice Talon doit rempiler, puisque la Constitution le lui permet? Doit rempiler, c'est à lui de décider. Cela relève de sa volonté. Mais pour ce qui me concerne, je sais que constitutionnellement, légalement, rien n'empêche le président Talon aujourd'hui de se présenter. Quand je dis légalement, il n'a connu aucune déchéance civique. Cela veut dire que il peut être électeur et il est éligible. Donc, il peut se présenter encore. Si vous me demandez, est-ce que c'est opportun, je vous dirais également oui. Parce que ce qu'il a entamé, lorsque je prends surtout la réforme du système partisan, ce qu'il a entamé, s'il ne reste pas un peu plus poursuivre et consolider, vous comprenez que c'est encore fragile. Ce bébé est encore fragile. Il ne peut pas encore bien tenir sur les jambes. C'est pour ça et pour d'autres choses qu'il a entamé de réaliser. Moi, je pense que un mandat de 5 ans en plus lui permettrait de consolider, disons, les acquis des réformes qu'il a engagées depuis 2016 qu'il est là. Depuis 2016 qu'il est là. Cela étant dit, autant beaucoup de gens se mobilisent pour demander qu'ils reviennent, il n'y a pas de sujet tabou. Disons aussi qu'il y a l'opinion contraire. Des gens qui disent, ah oui, à la prestation de son serment, il a dit qu'il va faire un mandat unique. Il a dit, mais il a également posé des conditions. Et puis, lorsqu'il s'est engagé dans le processus de révision de la Constitution, qui n'a pas prospéré au niveau de l'Assemblée nationale, et qu'on lui a posé la question, il a bien dit, et de façon honnête, le moment venu, je vais aviser. Plus tard, quand on lui dit, quel est le contenu de ce j'aviserai, il a également expliqué. Pour rempiler, il me faut me convaincre qu'il y a un certain nombre de conditions qui sont remplies. Donc, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il veut? Ça là,
ça relève de sa personne. Les conditions qu'il a posées, Oui. s'il juge qu'aujourd'hui, ces conditions-là sont remplies. Justement, dernière question pour finir, Eugène Dossoumu. Au nom de ces conditions, Patrice en avait parlé de sa disponibilité personnelle, Voilà. de l'impact de ces réformes de part et d'autre, et l'environnement politique. Est-ce que vous pensez qu'en dehors de sa disponibilité personnelle, les deux autres aspects sont favorables à sa candidature? C'est-à-dire l'impact des réformes. Je vous ai parlé de l'environnement politique pour vous dire que le système partisan qu'il a engagé n'est pas encore tout à fait solide. Il faut qu'il reste pour qu'on expérimente ça à l'épreuve des consultations électorales pendant encore 1 ou 2 ou 3 fois avant 2026, la fin de son second mandat. Cela aura l'avantage véritablement de consolider la chose et de capitaliser tous les acquis qu'on a eus dans ce sens-là. Donc, c'est pour cela que, personnellement, je pense qu'il est opportun qu'il revienne. Mais ce que je viens de dire n'engage que Dossoumu Eugène. Ça n'a rien à voir avec le bloc républicain qui ne s'est pas du tout prononcé sur la question encore. Ça, j'émets une opinion éminemment personnelle. Éminemment personnelle. Alors, un mot très rapidement pour clore cet entretien. Un mot de fin pour finir? Bon, mais le mot de fin, c'est d'appeler nos populations à observer une ambiance de fraternité, une ambiance de paix. Je souhaite beaucoup de paix. Beaucoup de paix pour la nation béninoise. Pour la nation béninoise, il faudrait qu'on continue d'agir entre frères. Nous sommes des gens intelligents, nous sommes des gens pacifiques. Il ne faut pas que nous soyons ébranlés au point de créer des situations qui pourraient appeler la violence. Qui pourrait appeler la violence. Merci à vous, Eugène Dossoumu. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien que Eugène Dossoumu l'entame a déclaré que le bloc républicain a pour objectif d'être le plus grand parti politique et d'avoir une véritable envergure nationale dans toutes les communes du pays, les 117 communes du pays et les 546 arrondissements du pays. Pour Eugène Dossoumu, il y a eu une progression des élections législatives aux élections communales en ce qui concerne les performances du parti politique bloc républicain. Pour lui, il n'y a pas de silence en ce qui concerne les activités qui se mènent pour la préparation de 2021. Pour lui, dans les semaines à venir, nous aurons beaucoup plus de précisions, car il a également notifié que la Covid-19 est un frein aux activités politiques. La situation à Parakou préoccupe le BR, a-t-il laissé entendre sur cette émission. Pour lui, la réforme du système partisan promeut l'unité nationale. Le code des marchés publics a été renforcé afin qu'il y ait plus de transparence et plus de performance. Pour Eugène Dossoumu, la corruption est une gangrène. Il approuve la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Pour lui, la lutte contre la corruption et l'impunité n'est pas sélective ni partisane sous le régime du président Patrice Talon. En ce qui concerne sa circonscription électorale, il regrette les événements malheureux de 2019, notamment dans la commune de Savet. Pour lui, seule la lutte ne peut pas se mener, la lutte peut se mener sans la violence. J'y arrive, la lutte peut se mener sans la violence. Et il a indiqué que des actions se mènent depuis ce temps jusqu'à ce jour à travers une synergie d'actions pour que les populations puissent comprendre que la lutte politique se mène pacifiquement et dans les urnes. Il a parlé également de la communication et de l'arbre à parlable dans la commune de Savet. Il a rassuré que le calme est revenu aujourd'hui dans la commune de Savet. Malgré ce contexte de difficulté, l'État central continue de mener des actions pour le bonheur des populations de la commune de Savet, a indiqué le natif de la dite localité. Il a parlé également de la réalisation en cours de l'hôpital de zone de Savet sous le régime du président Patrice Talon, un hôpital dont l'acte avait été signé depuis le régime de l'ancien président Mathieu Kérékou. Il a également parlé
de la réalisation en cours de la route Savek-Ketou. Il a parlé de l'accès à l'eau potable et l'électricité avec la réalisation d'un barrage. Il a parlé également que constitutionnellement, rien n'empêche Patrice Talon d'être candidat et pour lui, la candidature de Patrice Talon est opportune pour poursuivre la consolidation des acquis, l'œuvre salvatrice entamée et bien mûrir les réformes. À la fin, en fin d'émission, il a appelé à la paix, à la fraternité et à la concorde nationale. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci beaucoup. à vous, Eugène Dossoumo. Chers amis internautes, c'était Eugène Dossoumo sur l'invité. Il est secrétaire administratif permanent du Parti politique et Bloc républicain. Il est conseiller au Conseil économique et social. Il est ancien secrétaire général du gouvernement et ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP. Merci pour l'attention et à demain matin pour Free Matin.